à l'occasion de la présentation du 4e livre de M. Georges Ibrahim Zek. Georges Ibrahim Zek est entré officiellement en littérature en Côte d'Ivoire en 2002 avec une œuvre qui a fait sensation, qui a été saluée par la critique. L'œuvre est intitulée La Rose des Vents, et cette même année 2002, La Rose des Vents a été récompensée par le Grand Prix Bernard Dadier de littérature en Côte d'Ivoire lors du SILA. Ensuite, en 2004, il a publié un autre texte intitulé À la poursuite d'Aurore. À la poursuite d'Aurore qui a été salué par une mention spéciale au prix Noma en Afrique du Sud. Cette année-là, le prix Noma avait été remporté par notre compatriote Were Liking. En 2006, Georges Ibrahim Zek a été convié à prendre part à un recueil de nouvelles collectives publié par Kanye Allen sous le titre de Le 8e péché. Georges Ibrahim Zek y a publié la nouvelle intitulée La planète des anges. C'était pratiquement une suite de La Rose des Vents. Georges Ibrahim Zek revient en 2021 avec un livre intéressant pour lequel nous sommes aujourd'hui réunis et qui est intitulé La légende d'Awaporé Otou ou après Bételgeuse. Le livre a été édité par les classiques ivoiriens. Pour cette cérémonie, nous aurons 6 interventions. La première sera de M. Koutouan Claude, qui représente l'éditeur Les Classiques Ivoiriens. Il va nous souhaiter la bienvenue. Ensuite, M. Koné Abdallah livrera sa lecture de La légende d'Awaporé Otou. Il sera suivi de Christian Jacob Yanké. Sont tous deux auteurs, écrivains d'ailleurs, pas simplement auteurs et écrivains. Abdallah Koné a sorti 2 livres chez Valès Éditions. Christian Jacob Yanké a sorti 2 livres chez les classiques ivoiriens. Ensuite interviendra Ephraim Nyanya, qui continue de remuer les airs pour devenir écrivain, parce qu'il est encore écrivain en herbe, il n'a pas encore officiellement publié, mais c'est un beau critique. Et d'ailleurs, c'est lui qui signe la 4e de couverture de l'œuvre de Georges Ibrahim Zek. Et puis la dernière intervention sera, à tout seigneur, tout honneur, Nicole Vigileoni. Elle a été enseignante à l'ENA en Côte d'Ivoire. Nicole est bien connue du milieu des lettres ivoiriens. Elle est la légatrice de Bernard Dadier et elle s'occupe de la fondation Archives Bernard Benet Dadier. C'est la meilleure spécialiste de Dadier. Donc voici, après l'auteur dira son mot à l'Assemblée. Général des classiques ivoiriens, le directeur lui-même, M. Draman Boiré, étant empêché, il m'a donc demandé de vous saluer et de vous remercier pour votre présence à cette importante manifestation. Nous souhaitons une bonne présentation et nos portes sont ouvertes aussi pour recevoir les écrivains en herbe, comme ça a été dit. Ce livre qui nous réunit ici s'intitule La légende d'Awaporé Otou ou Bételgeuse. C'est un ouvrage de 284 pages, édité par les classiques, ça a été dit. C'est un livre que je qualifierais de livre placard, dont la taille et le poids font peur a priori, mais ce ne sont que des a priori, parce que l'histoire est palpitante et très intéressante. Ce que je recherche moi, en premier dans un livre, voilà pourquoi j'ai dit ce que je pense, c'est la langue. Je ne vous parlerai pas de l'histoire, de ce qui se passe dans un livre. Achetez, ça va l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse dans un livre, c'est la langue. Autant le dire tout de suite. Je ne retrouve pas l'histoire pour autant, mais je me retrouve dans son véhicule. Peut-être que je suis poète, peut-être pas, je ne sais pas. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que je suis passionné de poésie. Et comme la poésie est un langage dans le langage, c'est-à-dire une recréation de la langue pour en faire un lieu de récréation, je m'amuse constamment, moi, à quêter la poésie dans tous les livres que je trouve. Dans un essai, dans un roman, dans une pièce de théâtre, je suis à la recherche de mécanismes de la langue comme un chercheur d'or. Et pour être franc, ce livre m'a bluffé sur ce point.
L'histoire, elle est intéressante, dans la mesure où l'auteur nous fait voyager dans l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, précisément en Égypte, en passant par l'Afrique du Sud et d'autres pays. En lisant ce livre, j'ai cru lire un instant la pensée de Dieu des frères Bogdanov, ou l'ultime secret du Christ de l'écrivain portugais José Rodrigues dos Santos. Des ouvrages qui font la part belle à l'histoire et à la science. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire qui m'intéresse. D'autres intervenants parleront mieux de cela. La légende d'Awaporo Otu est un savant brassage de science et de fiction, mais pour moi, ce n'est pas de la science-fiction. Soyons clairs. Certes, j'ai trouvé la caution scientifique un peu élevée, mais j'ai vite fait d'imaginer que si l'auteur nous parle autant de science, c'est parce qu'il a un pied dans le domaine ou peut-être les deux pieds. Il nous dira. Comme s'il savait que son sujet, je veux dire son histoire, était lourde, pour faire la balance de l'équilibre, l'auteur a mis des chapitres d'une légèreté aérienne. Et la langue, je reviens à elle, elle est sublime. C'est une plume qui cajole du miel sur la langue. La parole de l'auteur est vivifiante. Elle éclaire, caresse, chahute, chatouille et met le lecteur dans un confort sans nom. Zrek est poète. Peut-être ne le sait-il pas lui-même. Je ne sais pas. On lui posera la question. Toutefois, une chose est sûre, sa plume est dotée d'une encre exquise. J'y ai goûté des délices envoûtantes comme on s'abreuve à la source d'amour voluptueuse. Je vous lis quelques passages éblouissants qui m'ont fait lever de mon siège. À la page 41, il écrit, je cite, « Des points lumineux, tantôt isolés, tantôt regroupés, brillaient aussi comme des diamants, négligemment éparpillés sur ce tapis obscur. Au sud du royaume uni, la frêle lumière s'épaissit. Elle donnait naissance à une bande rouge-orangée qui se démultipliait en strates flamboyantes, éclairant le paysage et chassant l'obscurité. » Fin de citation. Quand j'ai lu ce passage, je me suis écrié, waouh, le mec. J'aurais parié que ce livre volumineux aux accents scientistes serait un traité d'astronomie ennuyant, avec des thèmes très techniques et parfois souvent. C'est mon avis. Et au lieu de ça, l'auteur nous sert son mets sur un plateau poétique. J'avoue que mes appréhensions se sont évaporées lorsque j'ai commencé à fondre progressivement comme du beurre dans ce livre. L'écrivain qui manie la plume comme le samouraï du sabre. Il est l'auteur de 3 romans et d'une nouvelle dont La Rose des Vents, Bella Dadier 2002. Cet écrivain original est en constante réflexion sur les grandes questions qui font notre humanité. Depuis ses débuts, son projet littéraire qu'il tisse livre après livre est ambitieux et majestueux. Mais en réalité, que dire de la légende d'Awaporo Betelgeuse, ce gigantesque chantier littéraire paru en mai 2021 aux éditions des classiques ivoiriens? Comment entrer dans ce livre qui n'est pas sans rappeler la traversée des temps, ainsi que romanesque, débuté en 2021 par Eric Emmanuel Schmitt, membre de l'Académie d'Angoulême. C'est compliqué, c'est compliqué. Au fur et à mesure que tu essaies de lire le discours, il y a tellement de mots qui arrivent, qui refluent, et ça transite comme des émotions, des palpitations. Et je revois encore les discours d'Abdallah, et je me demande bien, qu'est-ce que je peux dire encore? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Bon. Pour entrer dans ce livre, nous pouvons passer par 2 acteurs. D'une part, Zrek est sensible à la place que tient l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, dans la construction de l'histoire et des civilisations. Cette conception transparaît dès les épitaphes de ce livre. D'autre part, au premier abord, l'apparition des légendes dont le titre fait accroître l'idée d'un métissage de genres littéraires dans ce roman. Cette impression de départ se confirme au fil des coups chapitres, dotés d'une écriture limpide, sensible, poétique et généreuse, parfois scientifique.
S'appuyant sur une importante documentation, Georges Srek crève la réalité à la fiction et vice-versa. L'espace romanesque devient ainsi le moyen d'un voyage spatial temporel et dans le cœur de l'homme. Cette odyssée mène aussi à la découverte d'une légende, celle d'Awaporo Otu, ou de l'étoile Bételgeuse. En effet, Awaporo Otu porte le nom de la légende parce qu'elle a été le signal annonciateur de nombreux événements survenus sur la Terre. En outre, à travers le regard mosaïqué des deux narrateurs, l'un omniscient et l'autre autodiégétique, nous suivons deux parcours. D'un côté, nous avons le parcours des égyptologues, Gamal Yip, Yara Hayek et Alan Kati, rassemblés au musée du Quai pour authentifier et déchiffrer un papyrus pharaonique, nouvellement exhumé. De l'autre côté, nous nous léguons entre l'Afrique du Sud et la région d'Itikomwe en Côte d'Ivoire, autour de l'astronome Serge Ikumo, personnage allusif à Henri Ikumo, grand ami de Srek. Alors, aux côtés de Serge Ikumo, nous découvrons aussi Dina Tado et surtout Amon Tado, qui est le gardien de la mémoire de son peuple. De temps en temps, lors de ses brefs passages au village, Serge Ikumo est initié par son oncle Amon Tado sur la relation entre les astres, les hommes et la terre. Amon Tado lui transmet dès lors la mémoire des faits préhistoriques à la colonisation, en passant par le Sahara vert, les pyramides égyptiennes, les grandes découvertes. Dans le même temps, les recherches des égyptologues réunis au Caire les fait converger en Côte d'Ivoire à la rencontre d'Amon Tado. Plus tard, à l'observatoire de Söderlund, en Afrique du Sud, et à l'aide des lunettes astronomiques, Serge Ikumo finit par découvrir la future explosion de l'étoile Bételgeuse. Un drame qui doit entériner la légende que lui a narré son nom à Montano et provoquer un chaos mondial. À quel point ces troubles et bouleversements vont influencer l'équilibre du vivant? Ce livre n'est-il pas en fait une métaphore pour placer l'Afrique au cœur du monde en mouvement? N'est-ce pas aussi une sensibilisation pour la sauvegarde de l'environnement, notre bien commun? Les réponses à toutes ces questions sont magistralement consignées dans ces 284 pages du fréquent roman socio-historique, poétique et ultra-documenté. Un livre qui raconte l'histoire de l'humanité par le prisme de l'Afrique. Oui, merci. Donc, l'originalité de cet ouvrage dans le panorama de la littérature ivoirienne contemporaine. Je l'ai intitulé « Sous le signe d'Orion ». Car le titre, la légende d'Awaporo Otu, ou après Bételgeuse, n'est autre que le rappel de la fameuse constellation d'Orion. Ce curieux récit de Georges Srek est placé donc sous le double signe de la constellation, je l'ai dit, d'Orion et de son étoile rouge, la plus brillante et l'une des plus grandes étoiles connues. L'épaule d'Orion, telle qu'elle est appelée depuis l'Antiquité, égypto-gréco-romano-byzantino-arabe. Une constellation qui brille sur les 5 continents. Cette dernière étoile, à la luminosité et à la taille variable, vouée à exploser, Bételgeuse, n'est-ce pas, vouée à exploser en supernova, est sous le nom, je l'ai dit, de Bételgeuse, au cœur des romans de science-fiction, de beaucoup de romans de science-fiction. Entre autres, et il est cité au début du texte, La planète des singes, dont vous connaissez la transposition au cinéma de Pierre Boulle, l'Avignonnais. Je tiens à dire l'Avignonnais car j'ai fait mes études secondaires en Avignon. Et au cœur des mangas japonais aussi. Sous le nom d'Awaporo et d'Awaporo Otu, la constellation et sa 7e étoile ou fille, Awaporo Otu, donne le titre et qui nous situe plus précisément au cœur du monde Akan. Un peu imprécis d'ailleurs ce monde Akan par instant.
Il nous fait voyager aux alentours de Dimbokro, jusqu'à toute l'Afrique, de nord en sud, c'est-à-dire de l'Égypte ancienne, vous l'avez dit, et moderne, à l'Afrique du Sud, et même du Nouveau Monde, en l'occurrence le Canada, à ce continent premier, mer Afrique. Cette partie, en 77 chapitres, comme l'a dit notre prédécesseur, n'est-ce pas? Un retour de nombre qui ne manque pas d'intérêt, pas seulement d'ailleurs dans le Coran, mais dans d'autres textes sacrés. Et surtout quand on découvre que ces parties sont souvent placées sous le souffle spirituel du conte initiatique Peul dans Pathéba, l'éclat de la grande étoile. L'élément déclencheur du récit est la découverte d'un papyrus au Caire. Une découverte qui met en mouvement, sous la direction d'un ultime gardien de la mémoire, et j'insiste sur l'ultime gardien de la mémoire, à Montanou. Mais aussi des personnages aussi éloignés sur la planète Terre que Serge Nkumo, Jenna Tadjo, Alain Cartier, Yara Hayek et Gamal Neguib, accessoirement Mike O'Brien. Tous des personnages dont les noms nous situent dans la géographie du globe, non sans un clin d'œil au passé. Alain Cartier, on pourrait penser à Cartier, le découvreur du Canada, etc., jusqu'à notre fameux ami Kumo. Quand nous entrons dans le corps du récit, nous retrouvons imbriquées trois thématiques majeures. La première, celle de la mémoire et de sa transmission. Une transmission nécessaire et néanmoins exigeante, incarnée dans les tandems, donc la neveu que l'on connaît si bien en Afrique, l'héritage, n'est-ce pas? Kwaku Amon à Montano, puis à Montano, Serge Nkumo. Une transmission difficile, ardue, lente. Le savoir réclame en effet maturité et conscience. Effort d'ailleurs, d'abord d'ailleurs. La deuxième thématique est celle de la recherche ou de la tentative de retour à un équilibre initial. Je mets un point d'exclamation. Y retournerons-nous? C'est-à-dire à l'abolition des inégalités portées, installées par le vent des ambitions et des appétits qu'ont débridé la période des grandes découvertes dites en Europe de la Renaissance et qui ont conduit à l'appropriation de la planète par quelques-uns. Pour le narrateur, cette recherche devrait être du fait de chacun d'entre nous, cette recherche d'équilibre, plus que des gouvernants. Il insiste sur le passage de la servitude volontaire à la notion d'un être debout. Cet être debout est symbolisé au long de l'ouvrage par les obélisques et les pierres levées, de l'Irlande au menhir de la Maraoué, de Goïtafla et d'Awako. Elle est, encore une fois, je le répète, permanente dans le récit. La troisième thématique est la thématique la plus ambitieuse, celle qui vise à expliquer l'origine et le devenir, l'avenir du monde. Une origine et un devenir ou un renouvellement qui ne peuvent venir que du plus vieux et du plus jeune des continents, l'Afrique. Et en Afrique, de l'ombilique du monde, les Grecs le plaçaient à l'Olympie, mais notre écrivain le place quelque part dans le X d'une Zikomoé. La richesse et l'ambition de ce contenu, au fur et à mesure de la lecture, obvient à ce que nous en attendions au départ et dépassent largement nos attentes. Mais vous entrez tout aussi bien les pieds dans l'histoire et la tradition. Et la partie qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai trouvé dans ce livre un argument à opposer à certaines personnes.
certaines personnes qui, innocemment ou ignoramment, disent que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. J'ai été heureux de trouver à la page 100 et ensuite 177 un argument, sinon une vérité historique à leur opposer. Permettez que je lise cette partie, c'est très important. Page 100. Guénard découvrit par ses lectures que son Afrique, sa géographie et ses peuples n'avaient pas une seule histoire, mais des histoires multiples et diverses. Son immense continent ne pouvait être vu dans sa globalité, sous un seul angle, une seule vision. Chaque région avait une histoire particulière et dense. 2000 langues y avaient coexisté sur les 6000 langues que compte la Terre. 2000 oralités qui eurent tant de choses à dire sur leur milieu, leur vie et leurs expériences. Si ce n'était pas de simples mots, ou du moins c'était des mots, si c'était un spectacle, j'aurais pris une photo, tellement c'est beau. Et comme une série sur le gâteau, ou une perle dans son écrin, à la page 177, il donne la parole à M. Zadi Zaourou, qui dit « Jamais mon peuple et moi n'avons été hors de l'histoire, mais dans le ventre de l'histoire. » Et ça, c'est pour ceux qui disent que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Ce roman me fait voyager dans le temps, dans les concepts et littéralement dans l'espace aussi. J'ai découvert l'Afrique du Sud, la Namibie, beaucoup d'autres, le Canada, l'Égypte, beaucoup. Et une innovation ou une découverte pour moi, innovation littéraire ou découverte littéraire pour moi, les chapitres brefs. Ça m'a, je ne dirais pas décidéré, mais ça m'a émerveillé. Parce que quand Kofi m'avait dit le livre fait 284 pages, qui me donnait de mardi à jeudi pour le lire, il ne me plus lire là. Mais quand j'ai commencé à lire le premier chapitre, je ne savais pas que ça allait être court, j'ai commencé à lire et je tombe sur la fin du chapitre, un autre chapitre. Je dis quoi? Alors je vais rapidement à la fin, je vois 77 chapitres. Je me suis dit, si c'est une marque déposée de l'auteur, il faut qu'il s'apprête, ou du moins si c'est une marque déposée, il faut qu'il s'apprête à m'importer beaucoup de procès parce que je vais en user à confusion. Donc c'est pour cela que j'ai commencé par dire mes félicitations, M. Zerek, pour cette œuvre qui est plus qu'un roman. C'est une encyclopédie, c'est un traité d'astronomie, d'anthropologie, d'histoire et des mémoires de la tradition. Donc, mes félicitations encore. Merci. Donc, je remercie beaucoup M. Abdallah-Koné pour sa lecture. Je disais tout à l'heure, quand M. Denis était là et que Mme Simon était là, ce qui me manque, c'est voir des gens qui lisent mon livre et qui les démolissent. Parce que c'est très important ce retour, c'est très important qu'ils démolissent en mal ou en bien, ça ne me dérange absolument pas. Parce que j'ai envie qu'on attire mon attention sur certaines choses que moi je n'ai pas éprouvées. Et ça fait, à chaque fois où j'ai des critiques, où j'ai quelque chose comme ça fait une lumière dans la tête. Que me dire oui, c'est quelque chose d'important. J'ai eu beaucoup de compliments, je remercie tout le monde, c'est vraiment très gentil. Je sais que la lourdeur du texte a été notée dès les premières lectures. D'ailleurs, chez Serge Gras, il m'avait envoyé le rapport de l'un des lecteurs en disant que c'est un livre scientifique beaucoup plus qu'un livre littéraire. Or, mon ambition n'était pas ça. Mon ambition, c'était de réécrire une histoire, un vécu.
J'ai étudié à Abidjan, au lycée classique, je fais des études de médecine. Les premières années à Abidjan, j'ai beaucoup lu des textes des auteurs ivoiriens, j'ai étudié tout cela est resté dans sa tête, et il y avait 3 phrases qui m'ont toujours touché. C'est la phrase de Bernard Dadier, qui disait, et le jour où je l'ai lu, je porte le mot depuis la nuit des temps, c'est resté dans ma tête, ça ne m'a jamais quitté, c'est toujours resté dans ma tête. Et puis après, en bas des mains, l'histoire de l'éclat de l'étoile, là aussi j'ai eu un texte extraordinaire où il y avait une relation entre le ciel et la terre à tout moment, et ces étoiles qui nous parlent, et nous qui parlons aux étoiles, et ces étoiles qui gardent leur secret, et qui nous allons confier nos succès aux étoiles, donc c'est quelque chose de magnifique. Pareil, c'est resté dans ma tête. Alors, en fin de compte, le texte de Zadisa Roux, Daoré, je reviendrai, l'étoile, de tout dans le ciel, le plus de toutes les lumières, etc. Ces 3 choses, ces 3 phrases ont été le fil conducteur de mon livre. Donc, par la suite, la légende, bien sûr. La légende est l'histoire de l'Afrique qui est restée orale, et qui a été sûrement gardée par les Ghanéens dans le moment dont je parle beaucoup, dans la tradition, etc. Et après, tous les événements de l'Afrique, tous les événements de l'histoire du Sahara vert pendant 4000 ans, il y a eu une nature, il y a eu des humanités, il y a eu des compliments, il y a eu une science, il y a eu un savoir. Et dans la trace, c'est resté sur toutes les zones rocheuses du désert, du Sahara. Et qui, moi, je suis certain, moi je suis parmi ceux qui pensent que la civilisation pharaonique a été puissante et forte tant qu'elle était africaine. Le jour où elle a perdu sa racine africaine, elle est perdue. Quand elle a perdu sa racine africaine, elle s'est éloignée, elle a perdu d'ailleurs, elle a disparu. Et toute cette force, elle venait d'où? De Nubie, du Soudan, et puis du Sahara vert et de l'Afrique, qui ont pendant des milliers d'années évolué, qui avaient un savoir, une connaissance, etc. Et qui, puis, au moment de l'arrivée de la sécheresse, sont regroupés autour des rivières, comme le Nil, comme le Niger, comme le Sénégal, etc. Et sur le Nil, il y a eu une civilisation exceptionnelle. Voilà. Donc, et puis après, les Grecs sont venus apprendre pendant 600 ans. Tous les Égyptiens connaissaient, mais qui cachaient. Enfin, les Égyptiens, comme en Afrique, il y avait la tradition, il y avait le gardien du savoir. Donc c'était caché, il ne fallait pas dire aux autres, il fallait garder dans le secret. Et malheureusement, le jour où les gardiens du secret disparaissaient, le savoir disparaissait. C'est ça, je crois que le dommage, c'est ça qui a fait que l'Afrique a perdu beaucoup de savoir, il n'a pas communiqué. D'ailleurs, les Grecs, l'idée géniale qu'ils ont eue et le développement qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont eu tout ce savoir. Des Sumériens, des Égyptiens, des Babyloniens, parce que tous les secrets, c'était les prêtres qui gardaient. Et ils ont créé les premières écoles. Ils ont commencé à enseigner, ils ont fait les premiers lycées, ils ont fait les premiers agora. Le passant pouvait savoir. Et c'est ça qui a été la force de la révolution. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé ils ont eu l'essor de la science, de la littérature, de la philosophie qui est apparue. Mais tout ça, ça a été pris de quelque part. C'est de ce savoir qui est venu de l'Afrique. Donc quand on nous dit que l'origine de la civilisation est la Grèce, ou bien etc., non, c'est faux. L'origine de la civilisation est africaine et en Égypte. Et c'est là. Ils avaient tout fait, même avant le monde, 4000 ans avant Jésus-Christ, pendant que tout le monde était encore là avec de la pierre, dans notre continent. Donc je voulais absolument, dans ce livre, dire que l'Afrique est à l'origine de, comme c'est reconnu maintenant, parce qu'à un moment donné, c'était pas reconnu de l'humanité, et de tant d'espèces humaines, avant qu'on arrive à l'espèce soi-disant idéale qui est l'Homo sapiens, et qu'il y a une histoire qu'elle n'a pas racontée, et qui n'existe pas dans le livre, et donc j'ai cherché à mettre dans le livre. C'est-à-dire cette histoire de l'Afrique qui était au départ, qui était orale, qui n'était pas écrite, et c'est pour ça qu'elle n'a pas eu l'écho qu'il faut, et qui est à reconstituer, qui est à considérer, et qui a une autre histoire que l'histoire actuelle. Il y a une autre histoire que l'histoire actuelle, et c'est là où je dis, comme certains lecteurs ont dit, qu'il faut absolument créer des chercheurs, il faut absolument que les gens aillent travailler sur ça, il faut absolument, on n'est jamais plus fort que quand on réveille sa culture, on n'est jamais plus fort que quand on construit de ces choses-là. Donc, dans ce livre, il y a cette volonté de dire, prenez votre histoire en main,
vous avez tout. C'est un continent extraordinaire, c'est un continent puissant, c'est un continent qui a su être. Pourquoi il n'y a pas d'autres traces des espèces humaines sur d'autres continents? C'est parce qu'il est imposant, parce que par sa situation géographique, par sa grandeur, par sa taille, il a pu conserver et protéger ces hommes pendant des milliers et des milliers d'années. Et donc, c'est important. Si jamais il y a des catastrophes climatiques, c'est celui, pour moi, qui se sentira le mieux. D'ailleurs, moi qui aime tout, qui aime les sciences, qui aime l'astronomie, qui aime tout, quand on sait que la Terre, à certains moments de son évolution, était une boule de neige, à d'autres était un désert, on sait qu'il y a juste dans la zone tropicale où restait quelques niches de vie pendant des millions d'années. Et c'est ces niches de vie qui, à chaque fois, reconstituaient et refaisaient repartir l'histoire de l'être humain, de l'espèce et du vivant. Mais c'est pas par hasard. Ça, c'est pas par hasard. Ça, c'est une constante de l'histoire de la planète. Mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi on ne se rend pas compte que cette composante essentielle de l'histoire de la planète veut dire que sur ce continent, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelque chose de... Voilà. Et donc, ce livre, pour moi, comme certains lecteurs l'ont dit, il y a une demande urgente de dire aux jeunes, mais plongez, vous avez un domaine incroyable, il y a tellement de recherches à faire, il y a tellement de savoir à faire, il y a tellement de choses à faire, et battez-vous, il y a tout ce qu'il faut pour faire une autre histoire que l'histoire qui fonctionne actuellement. Et d'autant plus qu'elle a conservé, le continent a conservé jusqu'à actuellement une nature qui peut nous permettre de repartir si jamais il se passe d'autres problèmes sur d'autres continents. Il ne faut pas imiter les autres, il ne faut pas suivre les autres. La culture mondiale actuellement est en pleine crise, le monde est en pleine crise. Il faut absolument trouver un autre sens à cette terre, à cette planète.